Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief de Football Database, le débrief du week-end, le premier de l'année 2022. Donc l'occasion pour nous de vous souhaiter une excellente année, plein de joie, de bonheur et de réussite, et puis surtout beaucoup de football. Et puis comme l'année dernière, je suis en compagnie d'Arnaud. Salut Arnaud. Salut Nathanaël, bonjour à tous. Et puis l'année 2022 commence très bien parce qu'elle est quand même assez chargée en termes de football, hein, comme ça peut être le cas ce week-end. Et on va commencer ce débrief bien évidemment avec le Paris Saint-Germain qui a concédé le match nul sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, on enchaînera avec le débat du jour qui concernera évidemment la Coupe d'Afrique des Nations et l'impact que cette compétition peut avoir sur les effectifs de clubs en Ligue 1, Ligue 2 et autres championnats. Et puis pour clôturer cette émission, on restera du côté de la Coupe d'Afrique des Nations en s'intéressant sur cette sélection comorienne qui participe pour la première fois de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais pour l'heure, nous allons nous concentrer sur le Paris Saint-Germain qui perd des points sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais à l'issue d'un match qui reste quand même néanmoins intéressant. C'est pas ennuyé hier, même si du côté du Paris Saint-Germain, une fois de plus, comme à chaque débrief, on déplore la qualité de jeu proposée par Mauricio Pochettino et ses hommes. Mais néanmoins, il y a eu deux entrées qui ont été très intéressantes. Celle d'Edouard Michu et de Xavi Simons qui ont quand même changé pas mal de choses. Donc, Arnaud, ma question est toute simple. Est-ce que le PSG devrait donner plus de confiance à cette équipe? Alors, c'est une très bonne question et elle est d'autant plus importante aujourd'hui qu'on a vu l'impact hier de ces deux joueurs quand ils sont entrés en jeu. Cette équipe a changé de visage quand ils sont entrés en jeu. On avait avant eux un milieu de terrain assez statique avec Ander Herrera, Wijnaldum et Paredes, des joueurs qui sont très bons à la passe mais qui finalement ne sont pas hyper actifs dans l'effort pour se replacer, pour dynamiser un groupe. Et là, avec l'entrée de Michu et Simons, eh ben, on a vu un autre visage de cette équipe avec beaucoup plus de courses, beaucoup plus d'appels, des joueurs qui sont en mouvement et qui sont du coup plus susceptibles de déstabiliser la défense adverse. C'était assez agréable finalement de voir que cette équipe pouvait aussi courir et pas seulement marcher comme on a l'habitude de le voir. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas Messi, donc forcément peut-être qu'il y avait plus de courses à ce niveau-là. Mais blague à part, j'ai trouvé que cette entrée en tout cas était très encourageante et je pense qu'on les reverra, alors peut-être pas dans le 11 de départ, mais en tout cas dans la rotation, peut-être en tant que super sub. Ils ont toute leur place pour justement essayer de dynamiser l'équipe. Ouais, c'est clair. Et puis on se rend compte au fur et à mesure des matchs que ils jouent de plus en plus. Ils ont été titulaires en Coupe de France, mais bon, disons que ça reste la Coupe de France face à des équipes de division inférieure. Mais bon, il faut quand même noter leur présence dans ces matchs-là. Et puis hier, non seulement ils rentrent en jeu face à Lyon, mais ils rentrent à un moment déterminant parce que l'équipe est menée à 1-0. Donc on attend d'eux qu'ils soient en mesure de changer le cours du match. Et à mon sens, c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est la preuve quand même que du côté de Pochettino, on commence à donner un peu plus de confiance euh, aux joueurs formés au club. Et à mon avis, c'est ce qu'il faut parce que, comme tu l'as dit, ce sont des joueurs qui courent. Ils courent parce qu'ils ont tout à prouver en professionnel parce qu'on sait que du côté des U19, ça fonctionne plutôt très bien. Et on se rend compte que du coup, ces joueurs-là rendent très bien à Pochettino la confiance qu'il leur donne. Donc, je pense que, à mon sens aussi, au vu aussi de l'avance du Paris Saint-Germain en Ligue 1, le PSG peut se permettre justement de les inclure un peu plus dans la rotation, surtout si ça peut te permettre de mettre tes cadres au repos, parce qu'on se rend compte qu'avec le Covid de certains et les blessures des autres, c'est pas tout le temps évident de compter sur eux. Donc, quand tu sais que tu peux avoir des jeunes qui, eux, sont prêts à courir et puis tout simplement jouer, et dans tous les cas, l'équipe autour de ces jeunes-là elle reste quand même très compétitive. Hein, et il reste toujours un Marquinhos capitaine sur le terrain. Il reste toujours Kylian Mbappé. Donc, ces jeunes-là sont quand même très bien entourés. Et à mon avis, il ne faut pas avoir peur justement de les lancer. Là, c'est pas comme si le Paris Saint-Germain jouait le maintien et qu'il te fallait une équipe de tonton pour assurer les points. Non, loin de là. Donc, quand tu as des jeunes talentueux, il faut les lancer. Ouais, et puis en plus, enfin Paris peut aussi se rappeler que il y a beaucoup de, il y a un certain nombre de Titi qu'ils ont un peu lâché alors qu'ils avaient un très gros potentiel. On peut citer
évidemment Kingsley Coman, on peut citer Moussa Diaby, plus récemment Christopher Nkunku, qui on voit ont explosé une fois ils ont quitté le nid parisien. Donc il faudrait peut-être pour Paris et pour les dirigeants parisiens ne pas commettre à nouveau l'erreur de finalement lâcher des joueurs qui ont un très gros potentiel et essayer de les faire rentrer dans la rotation, parce qu'effectivement, on a vu Xavi Simons qui commence à s'impatienter. Il a un très très gros potentiel, tout le monde le dit. Tous les recruteurs guettent un petit peu la fin de son contrat en juin prochain. Et on voit bien qu'il a un potentiel énorme, et ça serait vraiment du gâchis de le voir partir de Paris pour rien en plus, alors que pour le coup, il pourrait être l'un des joueurs d'avenir de cette équipe. Bien sûr. Et au final aussi, bah, est-ce que si ce serait pas, tu penses pas, l'occasion pour le Paris Saint-Germain de peut-être pas revoir toute sa politique, mais au moins de la remettre en question, dans la mesure où si les jeunes que tu as cités sont partis, donc les Kingsley Coman, les Moussa Diaby, les Christopher Nkunku, bah, les jeunes, pour se développer, ont besoin de temps. Et c'est vrai qu'un club comme le Paris Saint-Germain bah, n'a peut-être pas forcément le temps non plus voilà, de les laisser jouer parce qu'il y a une dictature du résultat immédiat qui arrive, etc. Est-ce que tu ne penses pas aussi que c'est l'occasion bah, de se dire, voilà, on a l'opportunité d'avoir quand même pas mal de jeunes, il faut les développer parce qu'en backup, on se rend compte quand même que ça peut quand même nous sauver la misère, enfin sauver la mise, pardon. Est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi l'occasion bah, de revoir un peu tout ça toi? Oui, et puis ça serait l'occasion peut-être aussi de revoir leur politique, effectivement, leur stratégie, on va dire, pour les développer, ces jeunes, parce que on le voit, les autres clubs, ils le font, et ils font des prêts, en fait. Ils les prêtent, tout simplement. On peut penser à Phil Foden, par exemple, à City, qui a été prêté avant d'exploser vraiment au sein du club. Pourquoi Paris ne prête-t-il pas ces jeunes? Alors, il l'a fait avec Eric Dinaébimbe l'année dernière à Dijon. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres finalement, qui restent un petit peu en plan. Je pense notamment à Edouard Michu, hein, qui est très régulièrement avec le groupe pro, mais qui finalement a très peu sa chance. Je peux citer aussi peut-être Ismaël Garbi ou Nathan Bitou Mazzala, qui a été 8 fois sur le banc des pros, mais qui n'a joué qu'un seul match avec les pros cette saison. Donc, très clairement, c'est dommage, c'est du gâchis de voir ces jeunes-là finalement avoir très peu de temps de jeu, alors qu'ils pourraient en avoir dans des clubs peut-être de seconde zone ou de Ligue 2, et développer ainsi leurs compétences. Alors certes, ils sont au contact à l'entraînement de très grands joueurs, mais est-ce que ça suffit? Je pense qu'ils ont aussi besoin de travailler d'avoir des matchs dans les jambes pour être pleinement opérationnel et progresser. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que en plus, dans le vivier de l'Île-de-France, il y a tellement, tellement de très grands joueurs en devenir. Et ça, Paris, il a bien compris, hein. On le voit, même dans l'équipe des U19, il y a des talents monstrueux. Je peux en citer quelques-uns. Shadai Bituabo, qui a que 16 ans et qui a déjà joué 2 matchs chez les pros. Sekou Yansane, qui a 18 ans et qui est un attaquant d'avenir aussi impressionnant. Il a marqué 8 buts en 10 matchs chez les U19 cette saison. Jedi Gassama, qui a aussi marqué 13 buts et fait 3 passes décisives en 19 matchs de DU19. Et puis on peut citer Arnaud Calumendo, pour le coup, qui lui a été prêté. Donc je pense que là, effectivement, ils ont visé juste en le prêtant plutôt que en le laissant cirer le banc avec tous les grands joueurs qu'il y avait devant en attaque. Mais malgré tout, voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage de voir ces joueurs-là. Alors certes, ils sont jeunes, hein, la plupart ont moins de 18 ans, mais en tout cas, ils sont obligés, en quelque sorte, de travailler avec le U19, alors qu'ils pourraient jouer en pro directement avec une équipe majeure en prêt, quoi. Exactement. Et puis, la donne aussi, elle a changé par rapport il y a quelques années parce que Adrien Rabiot et Presnel Kimpembe ont réussi à s'imposer dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, à mon Rabiot sens, en étant prêté précédemment à Toulouse, à oui. Toulouse. Voilà. Exactement 6 mois. Et il était revenu et puis il avait réussi à rentrer fortement dans la rotation du Paris Saint-Germain. Et à mon sens, ce sont des exploits qu'on le minimise, je trouve, parce que Rabiot et Kimpembe l'ont fait à une époque où l'équipe du Paris Saint-Germain était extrêmement compétitive à ces postes-là, en plus au milieu de terrain et en défense centrale. Aujourd'hui, compte tenu du contexte, compte tenu des dynamiques,
je trouve que l'opportunité pour les jeunes est peut-être un peu plus présente qu'avant. Donc c'est aussi le moment justement d'envoyer un message à tout le monde ne pas non plus lancer tout le monde dans le bain parce qu'on sait que c'est pas possible, mais au moins lancer ceux qui sont prêts, ou sinon, comme tu l'as dit, les prêter. Hein, tu as cité l'exemple de Phil Foden. Bon, on peut aussi citer Mason Mount du côté de Chelsea qui avait été prêté avant à Derby County. Aujourd'hui, on se rend compte que ça fonctionne plutôt pas mal. Ou sinon, tu as des Jamal Musiala aussi du côté du Bayern Munich, qui sont très jeunes, mais qui jouent de plus en plus. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain a de quoi faire par rapport à ça. Et j'ai une dernière question pour clôturer ce sujet-là, et tu l'as brièvement évoqué. Je vais peut-être être méchant, mais pour moi, hier, Mauro Icardi a été transparent. Je ne l'ai pas vraiment trouvé utile au collectif hier sur ce match-là, du moins. Et quand tu te dis que tu as un Arnaud Kalimuendo qui, certes, n'a pas le bagage d'expérience de Mauro Icardi, mais qui, quand même, on le voit, depuis 2 ans en Ligue 1, se démène, fait énormément d'efforts, est très bon dans le jeu. Est-ce que ce ne serait pas aussi le moment maintenant de lui donner sa chance, peut-être pas en tant que titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, mais au moins l'installer comme numéro 2 à ce poste ou rentrer régulièrement dans la rotation? Non, mais c'est une question qui est légitime. Après, le cas Mauro Icardi, il est un peu particulier parce que déjà, on sait, il a quand même pas mal de problèmes perso cette saison. Il manque de temps de jeu, donc on sait, un attaquant qui manque de temps de jeu, c'est très difficile pour lui de gagner la confiance. Et on sait que la confiance, c'est le moteur principal d'un avant-centre. Surtout du type Mauro Icardi qui va être un peu campeur dans la surface. Et puis, le problème de Mauro Icardi, c'est aussi qu'il n'a pas de ballon, quoi. Donc, un attaquant qui est sans ballon, il y a beaucoup plus de difficultés à marquer. Non, je te trouve dur avec Mauro Icardi, dans le sens où on l'a vu dernièrement, quand il a été titulaire, c'est lui aussi qui a débloqué les situations avec un but à la 92e minute lors d'un match précédent. Il est là, il est présent. Alors certes, il fait pas beaucoup d'efforts et on a l'impression qu'il est un peu nonchalant. Mais en fait, il n'a pas de ballon. Et hier, c'est assez critique encore. On voit Mbappé qui déborde côté gauche. Il a l'occasion de servir Icardi et il préfère tenter sa chance dans un angle très fermé, tout seul. Donc c'est assez criant de voir que finalement, même les joueurs qui sont susceptibles de lui donner des ballons ne le font pas. Donc c'est là où c'est compliqué pour lui, je pense. Et après, je pense que ça serait aussi compliqué pour un Arnaud Kalimuendo parce que s'il n'a pas de ballon, il peut rien faire de plus, quoi. C'est vrai. C'est vrai bien que leur profil soit différent, mais Exactement. Et là, le profil d'Icardi, il est vraiment typique de l'avant-centre. Si tu le trouves pas, tu le vois pas, quoi. ouais, c'est vrai qu'il est quand même ultra tributaire de ce qui se passe derrière lui, donc c'est vrai que d'un côté, c'est pas facile du tout, mais néanmoins, là, on a eu ce match nul entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain avec pas mal d'absents de part et d'autre en raison du Covid, mais surtout en raison de la Coupe d'Afrique des Nations, et ça nous permet justement d'enchaîner sur le débat du jour avec toutes ces absences qu'il y a pour cause de la Coupe d'Afrique des Nations. On en compte énormément dans pas mal de championnats, sachant qu'en plus il y a le Covid, donc forcément il y a des joueurs qui naturellement ne sont pas là. Alors, est-ce que pour toi, cette CAN fausse un peu les championnats? Alors, pour moi, oui, très clairement, parce que on voit bien qu'il y a certains effectifs qui sont décimés à cause de la CAN. On peut citer par exemple le FC Metz, qui a 7 joueurs présents en Afrique pour la compétition. 7 joueurs et non des moindres, parce que je peux citer donc Farid Boulaya, qui est quand même le maître à jouer de l'équipe, Alexandro Kidja, qui est gardien titulaire, et des joueurs au milieu qui sont importants, Pape Sarr, Habib Maïga, un Dylan Brown qui est titulaire en défense centrale, Alacouche qui est dans la rotation aussi en défense. C'est compliqué. Pour une équipe comme Metz, qui n'a pas un effectif pléthorique et qui en plus joue le maintien comme c'est le cas aujourd'hui, c'est compliqué de se priver d'autant de joueurs. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Il y a eu
ils ont dû recruter un Jean-Armel Canabic en défense. Ils ont titularisé un petit jeune de 17 ans ce week-end, William Michael Brensis. Je ne sais pas si je prononce bien. Et puis, c'est très très jeune, sur le banc également. Donc, je pense que pour cette équipe-là, c'est compliqué, mais pour d'autres aussi. Je peux citer aussi bien l'équipe de Nantes, Nantes qui est privée de Castelletto, de Moses Simon notamment, qui sont eux aussi appelés. Je peux citer Rennes qui a eu beaucoup de difficultés et qui a perdu son match ce week-end parce qu'il manquait notamment Naïef Aguerd en défense centrale, il manquait Alfred Gomis dans les buts, et on sait que le gardien remplaçant a commis une faute sur le but de Lens. Souleymana qui est virevoltant et qui est très très fort. Amari Traoré qui est un des meilleurs défenseurs latéraux droits du championnat. Tu prives une équipe comme Rennes, alors certes qui a aussi peut-être un effectif un peu plus important pour le coup, mais de ses meilleurs joueurs à des postes clés, c'est compliqué. Et pour moi, je trouve ça dommage que la CAN se situe en plein milieu du championnat et que du coup, pour moi, ça fausse un petit peu les résultats. Lens n'aurait peut-être pas gagné contre Rennes si tout le monde avait été là. Sachant que du côté de Lens, il manquait quasiment personne. Il n'y avait que Ganago et Aïdara qui sont à la CAN, donc c'est pas des titulaires en puissance. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage, mais je sens, Nathanaël, que pour toi, c'est normal. Disons que factuellement, c'est vrai que quand tu es le FC Metz et que tu as 7 joueurs internationaux et non des moindres qui sont pas là pendant un mois, c'est un peu embêtant. Néanmoins, j'ai tendance quand même à penser que on est au courant depuis plus d'un an que la CAN se déroule à cette période-là. Donc ça te laisse le temps en fait de te préparer à ces absences-là. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout se passera comme si les joueurs n'étaient pas partis. En revanche, ça se prépare. Ça veut dire que quand tu sais par exemple que Boulaya ne sera pas là pendant un mois, essaye d'anticiper un mois et demi à l'avance en faisant tourner. Je pense qu'il y a ces alternatives-là qui sont possibles. Et à mon sens, on s'attarde un peu trop sur le fait qu'il y ait des absents, et je suis d'accord qu'il y en a beaucoup en Ligue 1 ou même en Première Ligue. Mais en fait, on le sait depuis longtemps, donc il y a de la préparation. Et puis, le problème de ça aussi, c'est la CAN, à quel moment on la discute aussi. En été, on ne peut pas la faire pour des raisons climatiques. À mon sens, je ne pense pas qu'il y aurait une grosse trêve internationale imposée par la FIFA pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc malheureusement, il reste que cette période-là où les championnats reprennent pour ceux qui ne se sont pas arrêtés, pour ceux qui se sont arrêtés plutôt, pardon, et ceux aussi qui continuent comme en Angleterre. Donc malheureusement, en fait, on est obligé de faire avec, quoi. Et puis, c'est vrai que pour les clubs comme Metz, c'est triste, mais du côté de Liverpool, et j'avais trouvé ça un peu culotté que Jürgen Klopp se plaigne. Alors oui, c'est vrai que c'est embêtant de ne pas avoir Salah et Mané pendant un mois, mais c'est quand même Liverpool, tu as d'autres alternatives, et en soi, ça ne va pas non plus changer grand-chose à ta vie que tes joueurs stars ne soient pas là. Ouais. Après, effectivement, peut-être que pour Liverpool, ça ne change pas grand-chose, mais on l'a dit, il y a 56 joueurs de Ligue 1 qui sont partis à la CAN. 56, c'est quand même énorme. C'est l'équivalent de 2 effectifs sur 20, donc c'est quand même monstrueux. Moi, ce qui m'interroge, c'est pas tellement le positionnement de la CAN. Il est ce qu'il est, effectivement. On sait que ça a lieu en janvier, on sait que ça a lieu tous les 2 ans. Grosso modo, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont partir. Moi, ce qui m'interroge plus, c'est on va dire la LFP finalement, qui organise cette compétition et qui se dit pas, oui, là, il y a peut-être il y a l'équivalent de 2 effectifs qui vont être absents. Peut-être que ça serait bien d'alléger le calendrier à ce moment-là, quoi. Et je pense qu'ils ne le font pas ou qu'ils ne le font pas assez. D'autant plus que, en plus, vu qu'il n'y a plus de Coupe de la Ligue, ils auraient les moyens, finalement, de décaler un petit peu les journées de championnat sur des mercredis ou ce genre de choses, où il y aurait peut-être un peu plus de place et finalement alléger cette période-là qui, finalement,
défavorise certaines équipes. Alors certes, ces équipes-là ont 1 an pour se préparer, mais il y a aussi l'effet Covid qui fait que finalement, tout ce que tu as préparé potentiellement sera remis en question par le fait que tu peux avoir entre 1 et 10 cas de Covid dans ton effectif. Ça a été le cas par exemple à Bordeaux qui a été très déstabilisé pour recevoir l'OM et dans plein d'autres effectifs. D'ailleurs, ce week-end, on l'a vu. Donc, il y a ce paramètre-là en plus qui n'était pas prévu, qui n'était pas prévisible 1 an à l'avance et qui fait que ça complique encore plus la donne pour tout le monde. Alors après, est-ce que c'est un autre débat, dire que est-ce que le Covid fausse le championnat, c'est une autre question. On pourra se la poser peut-être la semaine prochaine si si ça se complique encore pour eux. En attendant, c'est vrai que pour la CAN, c'est compliqué. Ce qui est compliqué, notamment, on a parlé du FC Metz, c'est que le FC Metz a un peu une stratégie aussi de recruter beaucoup au Sénégal, notamment avec son partenariat avec l'académie, qui fait que forcément, les joueurs qui passent par le FC Metz sont des très gros potentiels africains et ont des très fortes chances du coup de jouer la CAN. Et du coup, finalement, c'est un peu leur stratégie qui les met à mal. Et ça, c'est vrai que ils peuvent aussi l'anticiper, mais ils peuvent aussi dire que c'est dommage d'avoir autant de matchs à disputer durant cette période. Ouais, c'est vrai que déjà, concernant le Covid, c'est une équation, enfin, c'est une inconnue non négligeable dans l'équation, certes, mais une fois de plus aussi, quand j'écoute les dirigeants, quand j'écoute les entraîneurs, le Covid est une vraie fausse excuse, dans le sens où, en fait, tous les 2 ans, quand la CAN arrive, il y a toujours ces mêmes problèmes et ces mêmes réflexions-là. Donc au final, je ne sais pas si le Covid est un argument en force euh, pour justement justifier le fait que ce soit trop compliqué. Une fois de plus, on en revient toujours au même fait. Euh, je pense qu'on peut trouver des solutions. Je pense que les coachs, aujourd'hui, alors pas tous, mais certains peuvent profiter de gros effectifs, d'effectifs assez larges pour combler certains trous. Je pense que l'énergie devrait plutôt se concentrer par là. Alors certes, quand tu as 3, 4, 5 joueurs internationaux, ça devient un peu compliqué, mais comme tu l'as dit, je pense que la LFP peut trouver des solutions. Pourquoi pas décaler les matchs de Ligue 1 ou un report de match quand il y a un trop grand nombre d'absents à cause de la Coupe d'Afrique ou même du Covid, du coup, parce que les deux se rejoignent. Donc, alors, moi, je pense que dans ces histoires-là, il y a un peu de pas, pas trop envie de se prendre plus la tête que ça, quoi, alors que c'est vraiment dommage, parce que pour le coup, oui, factuellement, quand il te manque beaucoup de joueurs, c'est un peu compliqué, surtout quand tu joues ta survie en Ligue 1. On est tous d'accord pour ça. Mais bon, du côté de l'Angleterre aussi, il y a pas mal d'absents aussi. Hein. Tu regardes tu regardes les côtés d'Arsenal. Arsenal, il y en a beaucoup. Alors, ce ne sont pas des joueurs majeurs, pour le moins, en tout cas, en ce moment. Certes, c'est vrai, mais ce sont des joueurs quand même en moins dans l'effectif. Mais de toute façon, ça pourrait faire avec. Et puis en plus, euh, la chance, entre guillemets, des clubs, c'est que les sélections africaines n'ont pas eu de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Certains joueurs ont été lâchés très très tard, à moins d'une semaine avant le début de la compétition. Et la compétition dure un peu moins d'un mois, ce qui ça représente quand même peut-être 3 matchs de championnat. Donc 3 matchs de championnat sur 38 journées, c'est pas non plus la mort. Même si chaque point compte, on est d'accord. Mais en vrai, c'est un problème que je comprends, mais c'est pas non plus quelque chose de insurmontable. Ouais, après, c'est pas la mort, ça va dépendre encore une fois. Si tu veux ta survie, chaque match compte finalement. Et on voit par exemple un Angers-Saint-Etienne qui a été reporté ce week-end. Finalement, les Stéphanois ils s'en sortent plutôt bien parce que c'est eux qui sont aussi les plus touchés entre guillemets par la CAN, puisque on a quand même Bouanga, Kazri, Saïdousso, Neyou et Moukoudi qui sont à la CAN. Donc c'est quasiment que des titulaires dans cette équipe. Et Angers, qui est quand même un adversaire à la portée, on va dire, des Stéphanois, finalement, ce match va se jouer le 26 janvier. Il y a peut-être des chances que certains internationaux éliminés reviennent. C'est plutôt une chance pour eux. Alors, je ne sais pas, est-ce que les effectifs, justement, qui sont en grosse difficulté par rapport à ça, n'auraient pas intérêt à faire des Covid parties
pour mettre tout leur effectif à plat et obliger la LFP à reporter les matchs, je me pose la question. Mais tu as évoqué quelque chose d'ultra vrai, c'est que là, à partir du moment où ton équipe est éliminée, tu reviens. Donc c'est vrai que quand tu as des internationaux sénégalais, égyptiens, algériens, marocains, tu peux potentiellement prévoir le fait que ton joueur soit pas là pendant un mois, mais sans manquer de respect à certaines équipes. Bon, voilà, Tino Kadewere, normalement, dans 2 semaines, il est censé être là. Après, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer, mais normalement, voilà, en fonction de la sélection, tu sais que ton joueur rattrape peut-être 1 ou 2 matchs grand maximum. Maintenant, c'est vrai que si tu fais partie des grosses équipes, par exemple, Carlton Koekambi, peut-être que lui, oui, il manquera énormément à l'Olympique Lyonnais, quoi. Ouais. Oui, on peut penser notamment aux Comoriens, là, dont on va parler dans quelques instants, Exactement. qui pourraient revenir rapidement dans l'effectif de leur club respectif. Exactement. Arnaud, merci parce que la transition, elle est toute faite. Et pour justement clôturer cette émission, on va évoquer cette équipe comorienne, hein, les Sélacantes, comme on les appelle. Première participation à la CAN, avec des joueurs, certains qu'on connaît du côté des championnats français. Cette équipe comorienne qui est sur un petit nuage très clairement depuis quelques mois et cette qualification. Arnaud, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que le rêve peut continuer, aller jusqu'en huitième de finale, ou est-ce que il faut profiter du moment présent sans se prendre la tête et sans se projeter sur Alors, une juste éventuelle qualif? pour replacer un peu le contexte, hein, pour ceux qui ne sont pas des champions de géographie, les Comores, c'est un tout petit archipel d'îles. Il y a 870 000 habitants, hein, donc c'est vraiment tout petit. Et c'est donc, comme tu l'as dit, la première fois que les Comores participent à la CAN. C'est quand même un exploit, hein, pour ce tout petit pays de participer à cette compétition-là. Sachant que voilà, le football, c'est un sport qui est important aux Comores, mais on va dire que c'est pas l'activité principale du pays. Et donc, voilà, c'est un bel exploit. Et ils ont des bons joueurs, hein, dans cette équipe. On peut en citer quelques-uns. Notamment, moi, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Youssouf Mchangama, qui joue à Guingamp, qui est un meneur de jeu qui a un très très bon potentiel. Et puis, il y a l'avant-centre qui joue à l'Étoile Rouge de Belgrade, El Fardou Ben Mohamed, qui lui, alors là, pour le coup, c'est la grosse star des Comores, hein. Il claque but sur but à l'Étoile Rouge depuis 5 saisons. Il en est à plus de 70 buts avec l'Étoile Rouge, hein. Donc, en 5 saisons, c'est pas mal. Exactement, El Fardou Ben Mohamed en plus qui a l'habitude des grands rendez-vous, hein, parce qu'il joue la Ligue des Champions avec l'Étoile Rouge de Belgrade, donc c'est non négligeable. Et puis on peut aussi citer certains visages qu'on connaît du côté de la Ligue 1, comme Ali Hamada ou Kassim Abdallah, qui a joué quelques temps à l'Olympique de Marseille et qui est aujourd'hui en National 2. Moi, je trouve que c'est un peu la belle histoire de cette Coupe d'Afrique des Nations. Au moins, l'avantage de ce nouveau format qui existe depuis 2019, de retrouver des équipes comme les Comores qualifiées ou même la Namibie aussi. Parce que peut-être qu'on aura le droit à vivre aussi en 3 ans. Premier lien. Il y a de quoi faire. Il y a des joueurs qui ont du talent, qui ont des références, qui ont des expériences, ici dans les petits, il y a pas mal de joueurs quand même forte, forte colonne vertébrale qui s'exprimer aller le plus loin possible. On verra. Comme on le sait, les meilleures troisième passes, avoir des moi, alors on enregistre face au Gabon, pour que les Comores réalisent un gros coup. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, effectivement.
les Comores qui sont qualifiés dans un groupe qui était à sa portée. Hein. Ils étaient avec l'Égypte, donc dans le groupe G des qualifs de la CAN. Ils ont éliminé le Kenya et le Togo. Bon, alors, le Kenya, c'est pas forcément une surprise. Le Togo, bon, c'est vrai que le Togo, il est beaucoup moins en vue qu'à l'époque de la Coupe du Monde 2006 où il s'était qualifié à la Coupe du Monde. Là, avec la retraite d'Adebayor, on va dire que cette équipe, elle est quand même bien moins compétitive aujourd'hui, même malgré Claude Leroy, l'éternel Claude Leroy en tant que sélectionneur. Et donc cette équipe des Comores s'est qualifiée avec 2 victoires et 3 nuls et une défaite en 6 matchs. Donc c'est pas mal hein, quand même pour ce petit archipel de réussir cet exploit-là. Et puis comme tu dis, on verra ce qu'ils font lors de cette compétition. Ils ont des équipes à leur portée, hein, à commencer par le Gabon, qu'ils affrontent donc tout à l'heure. C'est clairement une équipe qui est jouable, en tout cas pour les Comores, et qui pourrait apporter les premiers points de ce pays à la CAN. Exactement, je pense que du côté des Comores, il faudra surfer justement sur cette bonne phase de qualif justement pour la Coupe d'Afrique des Nations où, comme tu l'as dit, ils ont fini deuxième d'un groupe avec le Kenya et le Togo. Le Kenya qui n'est pas non plus étranger à la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on voit quand même régulièrement en Coupe d'Afrique des Nations. Et le Togo, comme tu l'as dit, qui est certes en émission depuis quelques années, notamment depuis la CAN 2016, c'est un peu plus compliqué, mais bon, on n'attendait quand même pas les Comores finir deuxième. C'est un léger parce qu'ils voulaient s'en faire. Finir en échec 0-0. Je pense qu'ils sont restés sur ce côté-là. Je pense que face au Gabon, ça sera pas simple. C'est possible. C'est possible d'approcher le Gabon. On verra. Choc il y a en première journée au Maroc et même à la je pense qu'on a été complet sur, Ouais, je t'entends. on a été complet sur les Comores, je pense. Vas-y, là, je t'entends. Voilà. Alors, je disais qu'on a été complet, je pense, sur cette équipe des Comores que on suivra au fur et à mesure de la compétition. Arnaud, merci beaucoup pour ce débrief. Merci à toi, Nathanaël. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir de revenir après 3 semaines d'absence. Hein. N'oubliez pas que toutes les statistiques que nous avons évoquées dans ce débrief, vous pouvez évidemment les retrouver sur notre site footballdatabase.eu. Donc n'hésitez pas à consulter le site pour plus d'informations. Et puis, pouvez nous liker, partager le débrief. Et puis, comme d'habitude, Arnaud, je te laisse le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, tu l'as dit, hein, c'est une nouvelle année qui commence et donc l'année 2021 qui s'est terminée. On a publié en ce début d'année tous les classements de l'année 2021 sur notre page Facebook. Donc allez-y, consultez-les. Il y a des classements assez rigolos, notamment le classement des porte-bonheur de l'année 2021 où Thilo Kehrer est arrivé en tête et il a été porte-bonheur du PSG hier en égalisant. Donc c'est l'occasion de voir tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à notre page Facebook pour suivre notre actualité. Ah voilà, c'est parfait. Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.